milestone d'après, c'était qu'est-ce que je fais. Logiquement, si tout va bien, d'ici la fin de l'année, on devrait arriver à 300 000 euros. Déjà, j'étais obligé de créer une boîte aux États-Unis. Je pense que j'ai fait ce qu'une équipe de, je dis n'importe quoi, mais une dizaine de personnes, entre les avocats, la finance, le côté opérationnel pour gérer la levée de fonds, etc., aurait fait avec juste un seul produit. Et des fois, tu fais des mauvaises décisions parce que t'es dans ce schéma-là et tu dis, je dois trouver ce cofondateur. Toi, t'as dans ton patrimoine, t'as du Lego. Ouais, j'ai des Lego, j'en ai quelques-uns. Je commence à en avoir pas mal. Là. Le gros challenge de la plupart des newsletters, c'est... Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2, il s'agit de Weglot. Weglot, c'est une solution de traduction de site web no-code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Weglot traduit et affiche tous les contenus de ton site, ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant, traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipes marketing. Nous, par exemple, on l'utilise pour notre site lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Pony Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Weglot affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine bien entendu, et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Weglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde, avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, Ecovadis, Pigment, Silver et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit, et ensuite profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15. SANDWICH 15 avec le code sandwich 15, du coup 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. En vrai, on va commencer directement comme ça, dans le vif du sujet, si c'était OK. Tu me parlais là que vous alliez lancer du coup un nouveau produit. Ouais. C'est quoi? Alors en gros, il y a plusieurs problématiques, tu vois, en finance, et t'as la partie éducation évidemment, donc ça c'est la partie newsletter. Mais même si t'es éduqué, souvent les gens ils ont des questions plus spécifiques sur des spécificités propres à leur situation. Et souvent ils ont besoin d'être accompagnés ou alors ils ont besoin d'être rassurés. Et donc en fait la partie conseil, c'est un peu ça qu'on a envie de débloquer. Et donc l'idée là, c'est d'avoir un conseiller en gestion de patrimoine. On appelle ça plutôt des coachs parce que ça fait un peu à l'ancienne. Ouais, parce que le conseiller, je sais pas, c'est le genre de mec qui t'appelle toutes les semaines et tu dis non, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète frérot, j'ai tout ce qu'il faut quoi. C'est ça, et là l'idée c'est de faciliter l'accès à ce coach, et en gros t'as un coach directement sur WhatsApp où du coup tu peux communiquer avec lui comme ça en direct, un peu quand tu veux. Il y a peut-être des sessions un peu mentoring coaching en ça vidéo, c'est à la demande. En gros, tu vois, il y en a, ils ont besoin qu'on leur explique un sujet qui est un peu plus complexe, tu vois, un démembrement de SCPI ou que sais-je, des trucs plus compliqués, ou des holdings, etc. Des fois, t'as besoin de creuser le sujet. Donc là, en effet, ça nécessite de la visio ou même des looms parfois, tu vois, un petit loom avec le coach qui t'explique. Et donc là, et là, on est en mode V0, tu vois. L'idée, c'est de commencer à développer un vrai produit et d'être un vrai copilote financier. Donc on voit un truc qui va t'accompagner, pas seulement que du coaching. Et ça, par exemple, ça va être quoi le produit? Ça va coûter combien? Et ça va être quoi grosso modo en termes de temps que tu peux avoir avec ton coach? Le temps là il est limité, donc en gros t'as pas de X messages ou X visio. C'est illimité. Là c'est illimité, donc en gros. Dès que t'as de besoin, et tu payes quoi? C'est quoi? 500, 1000, 1500, c'est quoi? Non, c'est beaucoup moins cher. Là c'est 60 € pour 3 mois. Ou 100 balles pour 6 mois. En gros, c'est ça le 100 pricing. € par mois? Non, pour les 6 mois, quoi. Tu payes 100 €? Ouais. Et je peux avoir un coach qui m'explique tout ce que je veux quand je veux? Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas cher. Ouais, en gros, l'idée, c'était de se dire, en gros, en France, les gens, ils ont plus l'habitude d'avoir du conseil, entre guillemets, gratuit, parce que le conseiller en gestion de patrimoine, 90% des cabinets, il marche à la rétrocommission, donc t'as l'impression que c'est gratuit pour toi en tant que client, mais in fine, tu payes des commissions qui sont invisibles, qui coûtent cher, et donc les gens n'ont pas l'habitude de payer ce conseil. Et c'est pareil pour d'autres choses en France, contrairement à des pays anglo-saxons ou autres. Donc là, en fait, on se disait, si on fait des tarifs trop chers, on pourra peut-être aller taper dans les très riches, mais monsieur et madame tout le monde, comme des gens comme moi, tu vois, qui n'ont pas des milliards à investir, ils vont pas venir.
Donc là, l'idée, c'est de se dire, on veut faire un truc genre hyper attractif, un peu comme Free a cassé les prix dans la télécommunication, tu vois. Ah, c'est canon. Ça peut être quoi concrètement là, si t'as vraiment 2-3 exemples de questions, par exemple, que quelqu'un comme moi qui demain souscrit à cette offre, quel type de questions je peux avoir et quel type de réponse je peux avoir en retour? Ouais, bah là, l'expérience que j'ai eue, tu vois, on a lancé il y a 1 mois, donc on est début fin novembre, voilà. Toi, t'es le bêta-testeur du coup? Bah moi, on est 3 là en fait, non 4 pardon. Il y a moi qui coach, parce que du coup moi je suis officiellement CIF, j'ai passé des certifs AMF et tout, donc et tout ça, ouais, et dans le cadre de l'AMF, tu vois, c'est pas un truc un peu sous L'AMF, on peut sous dire un- en fait, c'est le la c'est le gendarme des marchés financiers, c'est quoi. un gendarme, voilà, mais de l'État, quoi. Exactement, donc c'est l'autorité des marchés financiers qui va vérifier que tout est bien régulé et tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent, tout ça, toi. Que les gens sont bien conseillés, que tu connais bien la situation. Bon, bref, il y a plein de sujets qui sont encadrés. Tout ça pour dire que, ouais, ça fait 1 mois, pardon, on est 4, et donc les questions qu'on reçoit le plus souvent. Ah, donc là, c'est déjà live, il y a Ouais, des clients qui payent cette En gros, là, cette c'est en offre. bêta privé. Là, on a 110 personnes, je crois, qui sont du coup clients. Ah ouais, lourd, quand même. Donc c'est cool, ouais. Et ouais, les questions un peu récurrentes, c'est en gros faire un état des lieux. Tu vois, il y a plein de gens qui ont investi dans pas mal de trucs différents et qui se disent, bah, est-ce que ce que j'ai fait c'est bien, ou alors je suis parti dans tous les sens, et je sais plus trop où j'en suis. Comment je pourrais Comment on harmoniser optimise, ça, ouais, c'est ça, comment on optimise, comment on arbitre, comment on cut des trucs, tu vois, il y a des gens qui ont des assurances vie avec des frais qui sont ultra élevés, et de leur dire, bah, en fait, il faut le fermer, là, potentiellement, aller sur une autre assurance vie. Donc ça, c'est un peu la question récurrente, et d'autres questions, et là, du coup, bah, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va un peu analyser, bah, tout son patrimoine, c'est quoi ses objectifs, où Parce est-ce que qu'il veut aller. tout ça prend du temps pour vous, quand même. Ouais, pour ça vous, prend les du coachs, temps. quand même. Ouais, c'est pour ça que la vraie problématique, enfin sur ce produit-là, la clé, ça va être en gros la productivité des coachs, de se dire, bah en fait, dans un cabinet traditionnel, bah un conseiller peut gérer, je sais pas moi, c'est à peu près 150, je crois, dans les gros cabinets. Et bah là, c'est de se dire avec Snowball, grâce à la tech, bah un conseiller peut gérer 500 ou 800 personnes, tu vois, de se dire Ok. un truc comme ça. Et c'est pour ça on est en train de créer vraiment un outil aussi pour les coachs financiers qui augmentent leur productivité, tu vois, qu'ils aient vraiment accès à plein d'infos sur le client et tout ça. Et donc, autre question, bah, c'est des gens qui sont complètement débutants, qui étaient abonnés potentiellement à Snowball, qui ont lu plein de trucs, qui ont appris plein de trucs, mais qui savent pas vraiment par où commencer et qui ont besoin d'être un peu pris par la main, quoi, et, pour les aider à avancer. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça. Et petit à petit, on va faire évoluer le produit, quoi. Là, c'est vraiment bêta privé. On va sûrement lancer ça en début 2024, je pense. Ouais. Ok, trop bien. Bon, ok, bon, ça, on est parti tambour battant là sur cette question, parce qu'on avait un peu parlé en off de où est-ce que t'en étais, c'était quoi les projets du moment. Parce que, Ouais. du coup, je pense que je vais te laisser te présenter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire dans le milieu de la création de contenu, dans le milieu donc plutôt des finances et des finances perso, c'est vrai que t'es un peu un ovni avec du coup ta newsletter qui s'appelle Snowball, qui est aujourd'hui toute une galaxie de produits autour de la création de contenu écrite et autour de la newsletter. Ouais. Et donc, du coup, forcément de la newsletter payante et ou sponsorisée. Bah, tu vas nous expliquer un peu tout ça, parce que c'est ça qu'on était en train de faire un peu l'état des lieux avant. Je te demandais si il y en avait d'autres comme toi qui faisaient ce type de chiffres ou quoi. On a eu du mal à trouver. Ouais. Toi, aujourd'hui, comment tu te présentes quand t'es en podcast ou en conférence ou en entretien ou même en one-to-one, comment tu fais? Comment je me présente? Bah, qu'est-ce que je dis? Bah, ça dépend des fois, mais souvent je dis, je suis fondateur de Snowball, un média qui vise à Yoann démocratiser. Lopez, on va donner ton nom aussi. Et Yoann Lopez, oui, en effet, souvent je dis ça. Yoann Lopez, voilà, fondateur de Snowball, un média. C'est difficile parce que c'est un média vraiment centré autour de newsletters. Donc parfois je peux dire, ouais, c'est un collectif de newsletters qui vise à démocratiser l'univers de l'argent au sens large, parce qu'on peut parler d'investissement, mais aussi de psychologie, d'argent et de couple, d'investissement dans des sujets alternatifs, genre les Lego, le vin, et des trucs plus traditionnels. Crypto, tu peux parler de d'immobilier, tu peux parler de plein de choses, quoi. Ouais, on a vraiment verticalisé un peu tous ces sujets. Et l'idée, c'était vraiment d'être le plus dans la pédagogie possible. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi le format, enfin, que j'ai choisi au début, parce que j'étais solo au début, le format newsletter, parce qu'il se prête pas mal au côté. Alors là, ça dépend. Il y a un vrai débat, tu vois. Il y a des gens qui aiment bien la vidéo pour apprendre, ou l'audio, ou l'écrit. C'est ça que c'est ce que je te demandais aussi tout à l'heure en off, c'était donc aujourd'hui,
t'es l'un des référents, si ce n'est le référent dans la création de contenu en termes de newsletter, parce que c'est vrai que tu peux nous donner les chiffres. T'as combien d'abonnés, tout compris? Là, il y en a 53 000 quasiment, et 4 200 qui sont en abonnés payants. Ouais. Et donc sur les chiffres, je te disais tout à l'heure, on va arriver là, je pense. Logiquement, si tout va bien, d'ici la fin de l'année, on devrait arriver à 300 000 euros, tu vois, de chiffre d'affaires sur la partie abonnés payants. Et là, on est à 280 pour être transparent. Et sur la partie sponsoring, on devrait arriver entre 150 et 200 selon comment le mois de décembre se passe. Donc du coup, on arrivera quasi 1 demi-million d'euros de chiffre d'affaires sur, on va dire, presque un monoproduit, même si on va en parler tout à l'heure, c'est une galaxie de verticales de newsletters autour du sujet des finances. Ouais. Mais du coup, c'est quand même une... C'est un seul abonnement, Moi, j'ai l'impression que tu es là depuis toujours, mais c'est ça que tu me disais tout à l'heure, que en fait, tu as monté Snowball début mars 2020, donc en fait, 15 jours avant, grosso modo, le premier confinement qu'on a tous connu pendant c'est ça. Pendant le Covid, quoi. Exactement, ouais. C'était vraiment un petit side business, en fait, au début. Même pas, c'était pas un side business, parce que j'avais pas de... Tu vois, je réfléchissais, je me dis bon, peut-être que je pourrais monétiser ça un jour, mais j'avais aucune idée, tu vois, si ça allait marcher ou pas. Et du coup, c'était vraiment un petit side project plutôt. Et c'était vraiment ta rencontre avec la création de contenu, ou t'étais quand même déjà quelqu'un qui était actif sur LinkedIn ou qui était actif sur d'autres réseaux. T'en étais où à ce moment-là dans ta création de contenu? En gros, je faisais pas mal de contenu sur LinkedIn, mais du coup très lié à mon job juste avant Snowball, donc qui était chez Comet. J'étais directeur marketing, donc Comet, c'est une place de marché qui met en relation des freelances plutôt tech, data, avec des grands groupes. Tu vois, des BNP, c'était nos clients. C'est un peu en fait un Malte, ouais. Mais du coup accès grand groupe et accès plutôt tech. Ouais, quoi. C'est ça, ouais, sur cette verticale-là. Et donc je faisais beaucoup de contenu autour du futur du travail, tu vois, et pas que. Je faisais aussi beaucoup de contenu autour des méthodes de travail qu'on utilisait chez Comet en mode un peu transparence, tu vois, en fait. Comment on a mis en place notre culture, comment on l'a cristallisé, comment on utilise tel outil pour faire des perf reviews en fin d'année. Bref, je partageais beaucoup de contenu autour de ça. Contenu plutôt RH, quoi. Plutôt RH, mais qui plaisait aussi aux entrepreneurs, tu vois. Donc j'ai toujours gardé dans le contenu, même quand j'ai switché sur Snowball, sur LinkedIn, tu vois, j'ai gardé ce fil rouge de... je vais parler quand même d'entrepreneuriat, de construction d'entreprise et de tout ça. Donc même si j'ai changé complètement de sujet, donc plus future of work, futur du travail, mais je suis allé sur le finance personnelle, quand je parle de Snowball sur LinkedIn, là ça fait 6 mois que j'ai rien fait, j'ai fait une pause LinkedIn là. Mais t'y remettre. ouais, je vais m'y remettre. Mais du coup, je continue de parler, tu vois, comment je construis Snowball, c'est plus le build-in public, tu vois, c'est quoi les chiffres, qu'est-ce que je fais, etc. Donc les coulisses de Snowball. Donc ouais, j'avais déjà pas mal de contenu sur LinkedIn, petite communauté, et je sais plus, à l'époque, je devais avoir peut-être 20 000 abonnés. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est pas mal, ouais. Les premiers milliers d'abonnés, ils sont pas si faciles à avoir, quoi. Non, c'est clair. J'avais ça, et j'avais lancé une autre newsletter, du coup, qui était, du coup, avant Snowball, toujours sur Substack, la plateforme que j'utilise pour les newsletters, et qui s'appelait Behind the Curtain, et là, c'était en anglais, en plus. Et l'idée, c'était, je me suis dit, en fait, le contenu que je faisais sur Comet, qui partage les coulisses, ça marche bien. Pourquoi pas faire la même chose en allant voir les coulisses d'autres startups pour qu'elles partagent un peu leurs secrets internes, entre guillemets. Ah, c'est cool. Et j'avais commencé ça, et tu vois, je m'étais renseigné sur c'est quoi l'organisation de Spendesk ou Alan, comment ils ont mis en place tel ou tel truc. Et du coup, en fait, le Behind the Curtain, tu vois, quand j'ai commencé Snowball, je pense qu'on devait être 4000 personnes. Donc t'avais quand même 4000 abonnés, pareil, encore une fois, ce qui est pas rien. Donc, ouais. Et du coup, ta technique d'acquisition, c'était des gens qui venaient de LinkedIn, je suppose, quoi. Ouais, c'était essentiellement LinkedIn et bouche à oreille. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas, en fait, avec Snowball. Là, tu vois, je fais très peu de marketing, à part être sur des podcasts ou des trucs dans le genre ou des confs. Pas de technique de lead magnet, pas d'acquisition payante. Non, et d'ailleurs c'est un chantier 2024 parce que en fait la croissance de Snowball, elle a été cool, mais elle a été très linéaire en fait. Tu vois, il y a pas eu de boost à un moment ou autre via je ne sais quelle technique. Mais là l'idée c'est de se dire, mais en fait de toute façon on digresse un peu là, mais tous les sujets. En fait, je vais te dire, le but c'est de digresser. Hein. Parfait, alors nickel. Mais du coup, le gros challenge de la plupart des newsletters, c'est
En gros, entre 0 et 10 000, c'est assez simple, entre guillemets, d'avoir tes premiers abonnés. Entre 10 000 et 50 000, il faut commencer à soit faire un peu plus de contenu, soit communiquer sur les réseaux. Et après, en gros, après 50 000, c'est souvent l'acquisition payante qui va faire que tu décolles tous les gros Morning Brew, The Hustle. Et toi, tu ne cites que des contenus anglo-saxons. Anglo-saxons, mais si je devais en... C'est vrai qu'en France, il y en a peu, hein. Bah ouais, t'as peut-être, je sais pas combien ils ont d'abonnés, mais Time to Sign Off, qui est une grosse newsletter, le petit web, pareil, qui sont là depuis plus longtemps. Mais j'ai pas les chiffres d'abonnés, donc. Mais c'est assez vrai ce que tu dis, parce que moi, tu vois, je me rappelle. Donc moi, j'ai 3 newsletters. J'ai une newsletter perso, j'ai la newsletter de La Chapelle, donc en fait qui est un peu ma galaxie d'agences et de médias, du coup dont le podcast fait partie. Ouais. Et j'ai une newsletter sur l'IA. Ouais. Et en fait, à peu près sur les 3 newsletters, donc de toute façon qui interagissent entre elles. Ouais. Je suis aux alentours à chaque fois entre 20 000 et 26 000 abonnés. Ouais. Et je sais qu'à chaque fois, comme tu dis, les 10 000 premiers, ça a été assez facile, ça s'est fait de manière assez naturelle. Après là, tu vois, je sens que ça rame un peu plus, mais ça continue d'évoluer. Mais je sens qu'il faut que je fasse beaucoup plus d'opérations, ce qu'on appelle des opérations marronniers. Ouais. En fait, pour amener les gens de LinkedIn sur la newsletter, ou les gens de TikTok sur la newsletter, ou les gens de YouTube sur la newsletter, ou les gens du podcast sur la newsletter. Donc d'ailleurs j'en profite aller sur mon compte LinkedIn, il y a tous les liens pour s'inscrire aux newsletters et je sens que c'est beaucoup plus dur et que là les 50 000 je sens que j'y suis pas arrivé quoi. Ouais. C'est un long chantier quoi. Ouais, après ça dépend, il y a aussi un sujet de sujet ton thème quoi, si tu vois les finances perso, c'est entre guillemets plus simple de faire de l'acquisition que un sujet de B2B, tu vois, par exemple. On est d'accord. C'est certain. Parce que ça touche tout le monde. Touche tout le monde. Ouais. Alors que moi, c'est très ancré entrepreneur quand même. Ouais, c'est ça. Donc c'est forcément, tu vas avoir des croissances qui sont pas identiques. Mais ouais, donc ça, prochain levier de croissance, c'est d'aller plutôt sur des, à la fois la diversification des contenus. Donc peut-être podcast. Demain il y aura un podcast Snowball peut-être ou vidéo. Podcast, chaîne YouTube. Ouais, il faut du temps aussi. TikTok avec du coup format vertical et tout. Mais ça que carrément, ça c'est que. Mais en fait aujourd'hui, t'as un tel réservoir de contenu. Enfin, t'imagines, toi, le nombre de newsletters que t'as fait depuis 3 ans, et donc, du coup, cette montagne de contenu que tu as. Je peux recycler. Tu pourrais très bien le transformer en vidéo. Ah oui, clairement. C'est assez simple. Mais comme tu le dis, aujourd'hui, tu personnifies quand même beaucoup Snowball. Ouais. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, si moi je vais sur YouTube pour avoir du contenu Snowball, j'aimerais que ce soit toi qui le délivre. Et donc, en effet, c'est une organisation. Ouais, c'est ça c'est un vrai sujet, tu vois, le truc que j'ai commencé solo à écrire Snowball et petit à petit de faire rentrer des nouvelles créatrices et créateurs de contenu, parce que tu disais tout à l'heure, en effet, c'est pas que une newsletter, il y en a 11, 12, 12 peut-être, 12, je sais ça. Donc moi j'en écris 2 et tout le reste c'est d'autres personnes. Et en effet, tu vois, ça pourrait être une solution d'avoir ces autres personnes qui créent du contenu. Que Snowball, ce soit un collectif, et que ça, du coup, ce collectif qui crée du contenu, mais en fait c'est juste qu'il faut que tu trouves le bon deal avec en fait en expliquant que forcément s'il y a une belle présence sur YouTube, ça va être bon pour leur personal branding à eux et ça va être aussi bon pour le chiffre d'affaires de chaque newsletter quoi, grosso modo. Exactement, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs oui et en plus pour eux, on en parlait tout à l'heure en off aussi par rapport au modèle économique, que du coup les créatrices et créateurs de contenu ils sont pas à la pige justement, mais c'est une redistribution des revenus de Snowball, donc c'est en gros, on a fait simple, là, c'est 40% des abonnements et 40% des revenus publicitaires. En gros, Par exemple, si on prend un exemple d'une créatrice qui a telle newsletter, elle prend 40% du chiffre d'affaires généré par sa newsletter, pas par l'ensemble. Non, par l'ensemble, ouais. C'est ça. Par l'ensemble. Ouais. Parce qu'en gros, si tu veux, il y avait, on va faire évoluer ça, mais l'idée au début, le premier modèle économique que j'avais en tête, c'était si tu t'abonnes à Snowball, donc le package, le panier de newsletter, le collectif, donc qui est 9 € par mois là. Si tu t'abonnes à 9 € par mois, j'ai les 12. Ouais, là t'as les 12, les 12. Si tu t'abonnes, le système au début, comme on l'imaginait, c'était tu t'abonnes à Snowball, mais par contre tu t'abonnes à Snowball principalement pour la newsletter crypto, n'importe quoi. Donc dans ce cas-là, le créateur de la newsletter crypto va recevoir 50% des revenus. En gros, c'était ça le deal. Et donc en gros l'idée c'était de se dire pourquoi tu t'abonnes à Snowball, est-ce que c'est essentiellement pour tel ou tel newsletter. En gros c'est le modèle économique de Every, qui est un modèle un collectif de newsletters américains plutôt business, et donc eux c'est ça leur modèle économique.
Sauf que c'était un peu galère avec Substack de traquer pourquoi tu t'abonnes, etc. Clairement, ouais. Donc en gros, on a dit bon, laisse tomber ça, on va faire un truc beaucoup plus basique au début, beaucoup plus égalitaire. Tout le monde reçoit 40% des revenus. Alors, attends, comment tu fais ça? Qu'il y a 60% qui restent dans la boîte Ouais. et les 11 créateurs et créatrices se partagent les 40% ouais, c'est restants. ça. Et qui dépend donc du nombre de newsletters qu'ils ont écrites. Tu vois, il y a des gens qui écrivent des newsletters hebdomadaires, d'autres qui c'est Après, bimensuel. du coup, c'est une proportionnalité en fonction de Ouais. leur création de contenu. Exactement, c'est ça. Donc en gros, si tu écris toutes les semaines, bah tu vas recevoir plus que celui qui écrit une fois par mois, quoi. Enfin, Ok, non, logique. écoute, c'est assez logique. Du coup, je te propose qu'on refasse un petit pas en arrière. Donc, Ouais. du coup, le Covid éclate, confinement. Toi, alors, t'es encore un peu en mission chez Comet, mais là, tu te dis, vas-y, j'ai envie de lancer, j'ai un trip sur les finances perso. Ouais. J'ai un nom de marque, d'ailleurs, qui est super cool, qui est Snowball. Je lance une newsletter. Comment est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail de comment tu t'y prends? Je sais pas, tu fais un post LinkedIn, tu l'annonces. Au début, t'as 150 abonnés, puis tu te mets à écrire du contenu régulièrement comme ça. Ouais, en gros, ça s'est passé comment? Bah déjà, pourquoi le sujet des finances perso? Si on repart encore un peu Ouais, plus vas-y, loin, carrément. bah du coup, moi, j'ai fait fac d'éco, donc j'étais déjà dans le sujet. Enfin, c'est un sujet qui me passionne, l'économie, et du coup, j'ai pas appris les finances perso à la fac. T'apprends pas ça. Non. Du coup, je me suis quand même intéressé à ça après la fac, et du coup, je me suis plongé dans cet univers. Tu vois, de FIRE, donc le truc Financial Independence, Retire Early, donc un mouvement plutôt Cher à américain. notre cher Victor Laura, Victor Laura, que ouais. tu connais sûrement. Ouais, exactement. Du coup, je me suis intéressé à tout ça. Moi, je suis pas du tout FIRE, mais je me suis intéressé à tout ce qui est finance perso, gestion de budget, tout ça. On peut le dire, le mouvement FIRE, c'est comment optimiser ce qu'on gagne Ouais. tout en vivant de manière très frugale pour en fait avoir assez d'argent pour partir à la retraite. C'est quoi? C'est 40 piges, hein, je crois, la thèse. Ouais, hein. t'as plusieurs types de FIRE. T'as les vénères où c'est 35-40 ans. Ceux qui sont plus soft, c'est un peu plus tard. D'autres qui sont les demi-FIRE, donc c'est avoir un job à mi-temps. Bon bref. Ouais. En gros, c'est chercher On a compris l'indépendance. l'esprit, quoi. C'est ça l'esprit, c'est de dépenser le moins pour investir le plus, pour être libre Pour avoir financièrement. l'indépendance financière, pour avoir le maximum de tranquillité d'esprit. Exactement. En fait, ça, lifestyle versus building, quoi. Ouais, exactement. Donc intéressé à tout ça, c'était un peu en tâche de fond. Je faisais du marketing, donc je m'intéressais à l'entrepreneuriat. Quand tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, tu t'intéresses forcément un peu à tout ce qui se passe dans l'univers économie, business, finance. Et donc en fin 2019, moi chaque année, je m'amuse à publier un rapport sur ma life. Donc en gros, je partage des chiffres sur le nombre de bières que j'ai bu, le nombre de pas que j'ai fait, combien de temps j'ai couru, tout ce côté un peu quantified self là. Ouais. C'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai bossé chez WeThings, ma première expérience pro, donc qui est une boîte française qui t'aide à traquer un peu toutes les datas liées à la santé, bien-être, donc balance, connecté, montre, etc. Et bref, là, en 2019, pour la première fois, je partageais ce qui se passait dans mes finances perso. Donc en gros, où est-ce que j'ai mon assurance vie, à quoi ressemble mon patrimoine, etc. Et donc j'ai pas mal de personnes, même que je connaissais pas forcément, qui m'ont posé des questions sur ce sujet en particulier des finances perso, parce qu'il est public ce rapport-là. Et donc je me suis dit, ah bah tiens, c'est un sujet qui intéresse les gens. Ouais, Je pensais pas que, tu vois, moi, il y avait beaucoup de contenu aux États-Unis et tout. Je me dis, bah, il y a pas de place pour un nouveau média entre guillemets ou une nouvelle newsletter ou autre. Mais j'ai vu qu'il y avait un intérêt. Et donc là, j'ai fait en effet un post LinkedIn en disant, donc j'ai laissé mûrir. Tu vois, entre janvier, fin 2019 et le lancement de Snowball, il y a eu 3 mois. Donc pendant ces 3 mois, je réfléchissais un peu qu'est-ce que je pourrais faire comme newsletter. Et donc là, je fais un post LinkedIn avant de lancer la news et où je dis, bah voilà, breaking news, je vais lancer une newsletter Snowball, une newsletter sur les finances perso. Je vais vous expliquer comment j'ai investi dans un cloud money. Tu vois, un truc un peu catchy. Dans un quoi, t'as dit? Un cloud money, tu vois, un tableau quoi. Ouais. Et du coup, Ah, Claude Monet. Ouais. Ok. Parce que moi j'étais monnaie, j'étais comment t'étais dans l'argent, j'étais il y en avait le jeu monnaie, de quoi. mots, mais non, en gros, un truc où comment je génère des revenus avec des utilitaires jumpy sur Getaround, bref, un truc un peu pour éveiller la curiosité. Et donc je disais bah voilà, si vous voulez vous abonner, laissez un com et c'était un peu la waiting list, tu vois, Ouais. le classique. Et ça, en plus, ça marchait grave. Ça marche de moins en moins, ça, Ouais. le lâche un com et je te renvoie un truc gratos. Mais ça a marché grave à l'époque. Ouais, ça marchait super bien. Et tu vois là, 1000 personnes like, je sais plus combien de commentaires. Je me suis dit, ah bah tiens, il y a vraiment un intérêt. Et je me suis dit, bah du coup, vu qu'il y a un intérêt, je vais le lancer quoi. Et donc là, je lance du coup Snowball quelques semaines après ce post LinkedIn.
Et donc j'écris je crée le Substack, je l'avais même pas créé à l'époque. Je crée Substack. Substack, c'est un logiciel en ligne qui permet en fait de créer ses newsletters et de les distribuer à une base de données en fait. C'est ça. Et l'avantage, toutes mes newsletters sont sur Substack, franchement c'est le meilleur outil. Ouais, c'est le meilleur. Et puis l'avantage, c'est que c'est gratuit en plus. Tant que t'as pas monétisé, c'est gratos. Et une fois que tu lances la monétisation, ils te prennent une com de 10%. Quoi. C'est ça leur. Attends, mais comment tu fais? Parce que moi, les monétiser, c'est-à-dire que j'ai un sponsor au début. Ah oui, non, mais monétiser avec des abonnements. Je veux dire. Ah oui, monétiser, pardon. Oui, tu peux faire ce que tu veux en sponsoring, ils prennent rien sur ça. D'ailleurs, je pense qu'ils se rendent compte qu'ils perdent vachement d'argent avec ça, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Et donc, donc je me set up le Substack et j'écris la première news. Non, avant. Je contacte tous les gens qui ont laissé le truc et je leur dis, je l'ai lancé, abonnez-vous. Et c'est là le lien pour vous abonner. Et c'est là que j'ai les en haut, avec ça, j'ai dû avoir les 600 premiers abonnés, tu vois, grâce à ce post. C'est déjà une bonne base pour commencer, quoi. C'est trop bien. C'est une base chaude, parce que les mecs, se sont préinscrits, quoi. Ouais, ils se sont préinscrits sur LinkedIn, certes, mais quand même, c'est un intérêt. Et là, du coup, je lance la news et donc les 2 premières éditions gratuites, sans trop savoir ce que je fais. Et l'idée, c'était vraiment de partager un peu mes outils là au début. En gros, je surfais je surfais pas, mais j'aimais bien ce côté partage de ce que je fais moi, parce que déjà je l'avais déjà documenté pour moi perso, c'était facile à partager. Et donc ça, le premier, tu vois, c'était gestion de budget, donc je partage ma Google Sheet, comment je gère mon budget. Ouais. Le deuxième, c'était comment j'ai fait mon portefeuille, des trucs dans le genre. Et là, je vois que j'ai beaucoup de retours positifs, quoi, en gros. Et c'est là que je me suis dit, si c'est utile, je continue. Déjà, je continue, et 2, je peux potentiellement apporter encore plus de valeur en monétisant. Donc c'est là que je me suis dit, il y a un truc à faire. En fait, très vite, tu te poses cette question quand même. Ouais, parce que en fait, dès que j'ai vu que ça plaisait aux gens, je me suis dit, en gros, si ça plaît aux gens et ça apporte de la valeur, c'est là où tu te dis, potentiellement, tu peux tu crées de la valeur, tu peux extraire un peu de cette valeur via cet abonnement, quoi. En gros, si tu crées X valeur et que tu fonctionnes un petit peu de ça, t'as ton modèle économique. Et donc là, je me suis dit, go, on va tenter, quoi. Et c'était le premier signe, le premier signal plutôt. Donc là, tu fais quoi? Tu la mets quoi? 1 euro par mois, 2 euros par mois? Tu sens de quoi? Là, en gros, j'ai fait, je me suis pris la tête sur une Google Sheet, tu vois, faire des hypothèses. Je sais plus, il y avait pas vraiment, je sais plus combien il y avait d'abonnés à ce moment-là quand j'ai lancé la version payante. Il devait y en avoir 2000 ou 3000, vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, souvent, c'est un frein pour beaucoup de personnes. Ils se disent, j'ai pas assez d'abonnés pour lancer la monétisation, mais en fait, même si t'en as 50, c'est déjà 50 personnes qui payent X euros et c'est cool, quoi. C'est quoi un peu le ratio quand tu fais on va dire un bon contenu qui est ultra suivi? C'est quoi? C'est peut-être 5 ou 10% des gens seraient prêts à payer pour avoir du contenu encore plus premium? Alors en général, ça dépend. Ça dépend là où t'en es avec ta news, mais en général, on dit que 5% c'est pas mal. Ok. Si t'es au-dessus de 10, c'est vraiment bien. Et là, tu vois, au début, j'étais largement au-dessus de 10, je pense. Parce que c'est vraiment quelque chose, quoi. Ouais, en fait, j'avais fait un système. Bref, j'y reviendrai après. Mais en gros, le choix du prix, j'ai fait un questionnaire en fait à des personnes qui étaient inscrites à la newsletter. Alors combien tu serais prêt à payer, quoi? Ouais, c'est ça. En gros, j'ai fait 2 méthodes de pricing. Le premier, c'est j'ai listé un peu tout ce que je voulais faire en plus parce qu'il y avait la newsletter qui était gratuite. Elle était je crois qu'au début c'était 2 par mois, j'en faisais. Et du coup j'ai fait un Typeform. Donc un Typeform c'est pour envoyer des questionnaires et recevoir des réponses, quoi, tout simplement. Et du coup je disais si j'ajoute ça dans l'offre, si j'ajoute ça, une communauté, une newsletter hebdo, un partage de mon portefeuille, un résumé PDF, tu vois, j'ai listé un peu tous les trucs que je pouvais ajouter pour ajouter encore plus de valeur. Et j'ai dit par rapport à tout ça, est-ce que tu serais prêt à payer? Et si la réponse était oui, je leur disais ok, tu serais prêt à payer combien? Donc j'ai utilisé 2 méthodes de pricing. La première c'est est-ce que tu serais prêt à payer 6 euros? Enfin non, je commençais à 1 euro, du coup est-ce que tu serais prêt à payer 1 euro? Oui, non, si oui, 2 euros, oui, non, 3 euros et ainsi de suite. Pas mal. Jusqu'à voir où ça s'arrête. Et un autre Typeform c'était à partir de combien tu penses que c'est tellement pas cher que tu doutes de la qualité? À partir de combien c'est si cher que tu dis no way, je paye pas?
à partir de combien tu te doutes. Donc t'as fait quand même une belle étude, quoi. J'ai fait une petite étude, mais finalement... Et t'arrives à quoi comme résultat? Je suis tombé sur le prix que je voulais faire, en fait, qui était de 6 euros. En fait, je voulais faire dans tous les cas, je voulais faire moins de 10 euros parce que je voulais pas faire un truc élitiste. Netflix s'est lancé à 6 euros, je crois. Ouais, c'est marrant. Je savais même pas que c'était ça le prix, mais ouais, je voulais faire un truc hyper accessible. 8, tu vois, un truc comme ça. Ouais, oui, t'as raison. Je crois que c'était 6,99, peut-être même un truc comme ça. Dans ces alentours-là. C'est bien plus cher maintenant. Hein. Ah ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, les prix augmentent au fur et à mesure. Hein, mais et donc c'était ça. Je tombais à 6 euros. Et je me suis dit, bah voilà, 6 euros par mois, 60 euros par an. T'as 2 mois gratuits. Assez classique. Et donc voilà, ça c'était le premier truc. Et le premier jour, je me souviens, c'est assez cool parce que c'est la première fois que je vendais vraiment un produit moi, tu vois, à titre perso. Tu fais quoi? Ça, c'est sur Substack, tu mets en payant. Et c'est quoi? C'est relié à un Stripe? Ouais, c'est Stripe. Donc franchement, en 5 minutes, t'as setup. Ouais, c'est ça qui est cool avec Substack. Ouais. En 5 minutes, c'était setup. Tu choisis le prix et go, quoi. C'est parti. Et donc là, bah, tu fais un mail d'annonce. Et donc le mail d'annonce, j'ai expliqué qu'est-ce qu'il y allait avoir en plus, à quoi ça donnait accès, etc., etc. Et je crois que là, sur la première soirée, j'ai dû avoir, tu vois, les 10 000 ou les... Je crois que la première soirée, j'ai eu les 10 000 premiers euros. Ouais, c'est lourd. Quand même. Ouais, en vrai, tu vois, c'est là, plus de 1000 personnes s'abonnent direct. Bah, non, mais c'est un... Ah non, parce qu'il y en a qui payaient Non, mais c'est annuel. En fait, oui, en gros, c'est projection annuelle. C'était 10 000 euros en projection annuelle. Ah, okay. Donc, c'était pas 10 000 euros que j'ai eu d'un coup sur mon compte. Mais quand même, quoi, tu vois, c'est genre trop bien, quoi. Je me dis, ok, bon, allez, c'est le deuxième truc qui m'a fait dire, ok, il y a encore plus un truc à faire intéressant. Et donc voilà, donc ça a démarré là, la monétisation. Et oui, le système que j'avais fait, et que j'aimerais bien continuer, mais ça devenait un peu trop le bordel là. En fait, j'avais un système de redistribution d'une partie des revenus de Snowball aux lecteurs. Je me rappelle, ouais. Et en gros, là, l'idée, c'était de se dire, je me disais, bon, on est dans l'univers de la finance, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc un peu comme quand t'achètes une action d'une entreprise, bah, tu reçois des dividendes, des profits. Ouais. Et tu vois, moi, je suis un utilisateur Apple, j'adore Apple, j'ai des actions Apple et je reçois une partie en dividendes. Et j'ai un iPhone, certes, qui coûte beaucoup plus cher que les dividendes que je reçois, mais je suis quand même content d'avoir ces dividendes. Et ça crée un lien aussi avec la marque. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Et du coup, j'ai fait un système de snowflakes. Je restais dans l'univers de la neige, quoi, et de la newsletter. Et en gros, si tu t'abonnais, t'avais à droit à X snowflakes qui te donnaient droit à, je me souviens plus, c'était combien? Je crois que c'était 20% des profits de Snowball. Et donc l'idée, c'était créer un lien, de créer aussi un moyen. C'était cool pour la conversion, tu vois, les gens se disent ok, cool, j'ai accès à un petit truc, même si ça me rembourse pas mon abonnement, mais c'est quand même cool. Ouais. Et donc j'avais fait ça au début, et j'aimerais bien le relancer quand on aura... Et du coup, tout de suite, donc ils avaient accès à la newsletter payante. Ouais. Est-ce que du coup, il y avait un aspect communautaire, je sais pas, avec un Slack, un Discord, un WhatsApp, quelque chose d'ouvert? Ouais, ça au début, c'était un truc que j'avais demandé dans le Typeform, et ça arrivait un peu en dernier, dans la partie à valeur ajoutée. Je sais plus, mais tu vois, en note sur 10, je crois que c'était 6 sur 10, alors que les autres étaient à 8 ou plus. Et donc j'ai pas fait de Slack, ni de Discord, ni de forum ou quoi que ce soit au début. Mais par contre, je l'ai lancé après. Et en fait, tu t'avérais que ça avait quand même de la valeur, même si c'est pour ça que des fois, il faut pas toujours écouter la communauté. Aujourd'hui, il y a un Discord de Snowball. Ouais, il y a un Discord. Où on t'accède seulement les abonnés payants. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est l'idée. Et là, le but, c'est vraiment parce que la communauté est parfois plus experte que moi, en fait, sur des sujets. Et l'idée, c'est qu'il y a vraiment un échange de valeurs entre eux. Et puis ça te permet, toi, ça te permet un peu de scaler ça, parce que du coup, il y a plein de questions, c'est pas à toi d'y répondre, c'est la communauté qui s'y répond en direct, quoi. Exactement, ouais. Ça, c'est, et je fais pas beaucoup d'efforts sur la communauté. Je faudrait que j'en fasse alors, beaucoup sur la plus. partie modération, est-ce que là, ça doit quand même attirer pas mal de gens? On parlait des comment on appelle ça, pas des experts en patrimoine, des CGP. Ouais, des CGP, donc c'est, comment on appelle ça? Des conseillers en gestion de patrimoine, qui peut-être essaient d'aller ragasser pour aller vendre leur cam, non? T'as pas trop ça? Non, en vrai, c'est cool parce que j'ai rien à faire en modération sur la communauté. Donc t'as une communauté assez bienveillante qui respecte les règles, quoi. Ouais, franchement, et même parfois, tu vois, des fois, t'as des mecs qui vont partager des projets crypto, je sais pas trop, mais et naturellement, t'as d'autres gens de la communauté qui vont leur dire, attention, c'est peut-être pas forcément des projets pour les débutants, des trucs dans le genre. Donc ça s'automodère vraiment bien. Enfin, les gens s'automodèrent eux-mêmes, j'ai l'impression, et
s'il y a des petits dépassements, c'est arrivé super rarement, bah t'as la communauté qui est déjà là pour faire la police, quoi. pour faire la police sans que j'ai dit quoi que ce soit, tu vois. Donc c'est même pas moi qui ai dit bah toi tu peux être modérateur ou autre. Ouais. Donc c'est vraiment cool. Mais tu vois là, il y a combien de personnes sur le Discord? Je pense qu'il il doit y en avoir 3000 là, donc c'est pas rien. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Et je pense, et je l'utilise pas assez, j'exploite pas assez, pardon. Je pourrais faire beaucoup plus de trucs pour animer la communauté. C'est vrai qu'il y a tout personne ça. de ton équipe qui anime le Discord. Non, c'est moi Discord qui gère. s'auto anime. Ouais, c'est moi qui. Tu vois, j'y vais tous les jours et je réponds, je participe, etc. Mais il y a aucune animation, mais il faudrait que je le fasse. Donc ouais. Et il y avait l'idée au début, c'était d'avoir un Discord privé pour les abonnés payants et d'avoir un forum un peu public en mode questions-réponses, tu vois, un moyen de communication plus lent, un peu comme un Quora ou autre. Ouais. Mais je l'ai arrêté parce que le produit que j'utilisais, ils se sont fait racheter et ils ont pas relancé. Enfin, ils ont été intégrés dans un autre produit que je pouvais pas utiliser. Donc je l'ai laissé de côté. Je dis on verra ça plus tard parce que ça demandait aussi du boulot. Mais l'idée, ouais, c'était d'avoir un peu deux communautés. C'est jamais évident ça, ce qui est public, ce qui est pas public, parce qu'à la fois une communauté non publique, ça peut te permettre de générer de l'acquisition, tu vois, grâce à t'es référencé sur les Google, les Bing, etc. Donc ça te ramène des gens, mais t'as pas le côté un peu exclusif du club, donc tu perds un peu cette partie-là. Donc c'est pour ça que je voulais un peu jouer sur les deux niveaux, mais ça perd aussi quand même pas mal les gens. Bref, il y a des trucs à faire sur ça, mais il faudrait que je m'y repenche. Ouais. Ok. Et là, donc là, tu parlais du premier milestone, qui est, tu lances la monétisation, ça prend tout de suite. Ensuite, comment ça évolue et on va dire, c'est quoi si on essaie de suivre un peu l'ordre chronologique de l'histoire de Snowball, c'est quoi le milestone d'après, grosso modo? Le milestone d'après, c'était, qu'est-ce que je fais? Là, du coup, tu continues, T'as toujours la newsletter gratuite pour tout le monde et du coup une newsletter payante. Il y avait même avant que tu répondes à la première question, c'est comment, parce qu'au début, je suppose quand on lance une newsletter, je sais pas, moi quand je fais ma news, je suis all-in, quoi. Tu vois, j'essaie de donner le max de valeur dedans. Ouais. Et demain, si je devais lancer une newsletter payante, je dis putain, mais comment j'essaie d'aller faire mieux alors que moi je suis déjà au max de ce que je peux donner, quoi. Ouais. Comment en fait après on se dit allez, ça je le mets dans le gratuit, ça je le mets dans le premium. Ouais, c'est vrai que c'est une question universelle, ça, le gratuit versus payant. Et souvent, ce que tous les experts, newsletters, etc. vont te dire, c'est il faudrait presque que ton meilleur contenu soit dans la partie gratuite, parce que ça attire plus de gens, ça crée de la viralité, etc., etc. Donc, j'ai essayé de faire un mix des deux. Pour moi, la partie gratuite, c'est du contenu plutôt evergreen, comme on dit, donc tu vois, qui est vrai aujourd'hui, qui sera vrai certainement dans 5 ans, dans 6 ans. Evergreen, ça veut dire qu'il ne devient pas obsolète, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, se dire, en fait, la partie gratuite, c'est plus de la pédagogie evergreen. C'est quoi une IPO? C'est quoi une entrée en bourse? Comment tu crées ton portefeuille? Différences, actions, obligations, tu vois, des trucs dans le genre. Donc très non obsolète. Et par contre, dans la partie payante, c'est plus des du contenu actionnable, tu vois. Ok, aujourd'hui les taux vont grimper, qu'est-ce que je fais? Un sujet d'actualité. Ça va être plus technique et plus détaillé peut-être. Plus technique, plus opérationnel, plus passage à l'action, plus actu chaude. Donc c'est plus ça. Et plus obsolète aussi parce que forcément une newsletter que j'ai écrite, tu vois, il y a 3 semaines sur OpenAI n'est plus d'actualité aujourd'hui tellement ça va vite. Ou pareil sur les cryptos. Donc ouais, c'est ça vraiment la différence entre les deux, et qui marche plutôt bien jusqu'à présent, parce que du coup on parlait tout à l'heure de la conversion gratuit payant. Forcément, plus tu vas grossir et plus ça va commencer à chuter, ou plus ta croissance va être rapide et plus ratio gratuit payant va chuter. Mais là, tu vois, on est toujours autour de 8-9%. Ce qui est toujours très bien. Tu gagnes des nouveaux abonnés payants tous les jours, du coup. Et t'as un churn aussi qui est... en fait, j'ai eu un churn... En gros, j'ai eu un plateau. Mais c'est marrant parce que Snowball suit un peu les marchés.
quand on était en marché haussier, Ouais. en fait les abonnés arrivent Le churn, pour expliquer aux gens, c'est Ouais. quand les gens se ils désabonnent. tout simplement, ouais, c'est ça. Et c'est En fait, quand on demande ton taux de churn, par exemple, on va dire c'est 10%. Ouais. Ça veut dire que grosso modo, chaque année, j'ai une personne sur 10 Ouais. qui se désabonne. En fait. Et donc t'es obligé de gagner ça Exactement. en abonnés pour Donc, pas. ton taux d'acquisition doit être au-dessus de ton taux de churn, sinon Ouais. tu vas faire de la décroissance. Ouais, c'est ça exactement. Et du coup, en fait, et c'est un vrai. Tous les Netflix, Disney+, newsletter payante, enfin tout abonnement, salle de sport, etc. Ouais. En fait c'est le fléau de ces gens-là, Ouais. c'est le churn. Et donc parce que tu te bats contre un seau qui est percé en fait, et donc en fait il faut faire en sorte que ce seau soit le moins percé. Et d'ailleurs c'est pour ça que Que le robinet soit plus élevé que la taille du trou qui est en dessous c'est du seau. ça. Quoi. Et c'est pour ça que moi je suis abonné chez Neoness et qu'il faut aller chez Neoness pour se désabonner. Tu peux pas le faire en ligne. Hein. Ouais. Les salles de sport, c'est les meilleures pour Ouais. t'attirer Ils sont bons là-dessus, et pour faire en sorte que tu t'en ailles pas, quoi. Et c'est un peu c'est les dark patterns du marketing, on appelle ça, où c'est galère pour se désabonner. Tu vois, envoyer une lettre recommandée pour se désabonner d'un l'enfer. truc téléphonique. Bon, bref. D'ailleurs, il y a une nouvelle loi qui est passée où maintenant t'es obligé d'avoir 3 clics maximum, je crois, pour te oui, c'est désabonner. Bref, ouais, je parlais de ça, du churn. Pourquoi? Parce que ouais, sur la conversion entre gratuit et payant. Donc ouais, ça semble bien marcher cette distinction entre gratuit et payant. Sachant qu'en plus je fais pas beaucoup d'efforts avec Substack, c'est pareil, tu vois, tu peux pas automatiser une personne qui s'abonne, tu vas pas pouvoir créer une boucle de mail pour C'est ça qu'en plus, je me l'amener. posais la question. Alors, t'as un welcome email. Ouais, c'est juste, mais C'est tout. Tu peux Ouais. pas faire une séquence de 2-3 emails, par exemple. Non, c'est ça. Donc tu peux pas pousser les gens T'es vraiment obligé de comme passer ça. sur des Klaviyo, Brevo, Ouais. enfin, ce genre de trucs, quoi. Exactement. Du coup, tu crées de la complexité dans ton. Ouais, dans et ton Substack, projet. c'est tellement simple que moi, je reste là-dessus, c'est Ouais, pas grave, quoi. c'est tu ça. vois. Donc tu peux le faire à la mano, ce truc, tu vois. Tu te dis, je vais envoyer un mail à tous les gens qui sont gratuits et assez engagés parce que tu peux envoyer aux gens qui ont ouvert le plus souvent ton mail. Bon, bref. Donc il y a plein de trucs à faire sur la partie conversion que je fais pas encore, mais que j'aimerais bien faire. Donc ouais, c'était ça pour répondre longuement à ta question de gratuit payant. Ok. Et donc, du coup, la question d'après, c'était, en fait, grosso modo, quel a été le deuxième milestone que tu as réussi à atteindre et qui est quand même assez important dans l'histoire de Snowball après le début de la monétisation, du coup. Le deuxième milestone, c'était, on va dire que c'était un milestone raté, mais pas raté vraiment. En gros, c'est en septembre de la même année, donc 2020. Il y a, il y a Anto qui était la première employée de Conto qui me contacte sur LinkedIn et qui me dit trop cool ce que tu fais. Moi j'ai quitté Conto, ce serait cool qu'on discute. Et donc il me dit en fait qu'il aimerait bien en gros s'associer avec moi. Et donc là c'est à ce moment-là que je réfléchissais justement qu'est-ce que ça va devenir Snowball en fait. Est-ce que c'est un truc en mode solopreneur, je suis solo avec ma newsletter et je la fais grandir, tu vois. T'as pas mal d'exemples en Angleterre, États-Unis qui ont des newsletters à plus de 1 million de Ouais, chiffres d'affaires. Justin Welch, des trucs comme ça. Ouais, Benedict Evans, pareil, plus d'1 million de revenus, il est solo. Bon, ils ont une petite équipe, tu vois, en Forcément. freelance, assistant, tout ça. Mais donc il y avait ça. Soit je me dis ça devient un média, ou soit je construis vraiment une start-up autour de cet univers des finances perso et qui va au-delà du média. Et donc c'était plutôt la troisième truc qui me chauffait. Et c'est là où je me suis dit s'il y a quelqu'un que je respecte, Anto, je la connaissais un peu parce qu'on bossait dans le marketing ensemble, dans l'acquisition, qui est intéressé par mon projet, c'est que je suis un peu sur la bonne voie d'aller sur ça. Donc on a failli s'associer, on a commencé à discuter ensemble, on était prêt à aller lever des fonds, on discutait avec des VC, tout ça. Et finalement, ça s'est pas fait parce que elle s'est rendue compte que son kiff, c'était vraiment le B2B. Donc elle a relancé une boîte dans laquelle j'ai investi d'ailleurs. Toujours en super Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Lago. Donc Ok. c'est du paiement. En gros, on va dire que c'est comme Stripe, donc paiement, accepter des paiements en tant qu'entreprise, mais en mode beaucoup plus open source déjà, beaucoup plus ouvert, donc beaucoup plus flexible pour les entreprises. Donc c'est très orienté dev, entrepreneur, leur boîte, mais super intéressant. Et donc bref, ouais, c'est là où je me suis dit, en fait, cool, je suis sur la bonne voie, quelqu'un va s'associer avec moi, je peux commencer à réfléchir. Ça s'est pas fait finalement, et c'est là où je me suis dit,
j'ai peut-être pas envie de lever des fonds maintenant. Je vais attendre un peu, je vais développer ma communauté, je vais y aller plus tranquillement. En plus, j'avais bossé en startup avant, dans des trucs qui allaient vite. Ouais. Je voulais prendre un peu le temps et pas me prendre la tête aussi. C'est cool d'être solo et de Ouais, faire ce que tu veux, tu dois savoir. Il y a des très bons côtés, ouais. Et donc là, je me suis dit, bah ouais, je vais attendre. Et donc j'ai attendu. Et à un moment, tu vois, je sais plus, il devait y avoir 20 000 abonnés. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'aller lever des fonds pour aller, j'ai pas envie d'aller voir un VC pour aller lever des fonds, un fonds d'investissement. Et je me suis dit, bah en fait, j'ai une communauté qui est engagée. Je connaissais cette boîte de l'époque de The Family. C'est 2 Français qui l'ont lancé, qui s'appelle Fairmint, qui permet de lever des fonds avec ta communauté plus facilement. Et donc je me suis dit, mais en fait, c'est cool. Mais t'as pas fait ça l'année dernière ou il y a 2 ans, ça? C'était en 2022, ouais. Ouais. Et donc c'était là où en gros, je me suis dit, bah tiens, je vais lever des fonds avec la communauté. C'est parfait, c'est dans l'univers de la tech, de la finance en plus. Et donc je me suis dit, bah voilà, go. Et alors, comment ça marche ça, grosso modo, si tu peux expliquer un peu? Ouais, bah c'est à la fois pas évident et simple. Déjà, avec la version simple. ils bossent qu'avec des boîtes américaines. Et déjà, j'étais obligé de créer une boîte aux États-Unis. Ok. Ce qui est hyper simple maintenant, parce qu'en gros, avec Stripe, ils ont un outil qui s'appelle Stripe Atlas, qui te permet de créer une boîte aux États-Unis en quelques jours. Tu vois, Ok. En 3 jours, t'as ta boîte au Delaware, qui est en gros, t'as quasiment toutes les boîtes américaines qui sont au Delaware. Toutes les boîtes américaines qui sont au Delaware, ouais. Ouais, parce que c'est avantages fiscaux, etc. Moi, j'ai pas fait ça parce que pour faire de T'as fait ça pour cette l'optimisation levée de fiscale, fonds, j'ai fait ça parce que Stripe Atlas permettait de le faire là-bas et que c'était beaucoup plus simple. Donc en gros, j'ai créé la boîte américaine, ensuite j'ai créé la boîte française, la boîte américaine détient la boîte française, donc c'est une holding en fait. Et donc les investisseurs ont investi dans la holding qui détient Snowball France. Et donc là, ça s'est fait hyper facilement. En gros, je pense que j'ai fait ce qu'une équipe je dis n'importe quoi, mais une dizaine de personnes entre les avocats, la finance, le côté opérationnel pour gérer la levée de fonds, etc. aurait fait avec juste un seul produit, parce que Ouais. Fairmint te permet d'automatiser plein de trucs. J'ai fait un call avec une avocate aux États-Unis, j'ai set up le produit Fairmint et les gens pouvaient investir donc dans Snowball. Et t'as levé combien là-dessus? Et donc là, j'ai fait 1,6 million de dollars. Ah, c'est fat. Ouais, même moi, avant de lancer la levée de fonds, tu vois, j'avais fait un petit check de voir combien les gens seraient prêts à investir. Et attends, donc là on est en 2022, donc en fait ça fait 2 ans que t'as lancé la newsletter. T'as déjà quoi? T'as déjà une communauté à quoi? 40 000 personnes quoi. Non, 20 000 là. Ah, t'étais à 20 000, donc Ouais, 22 000, je crois. c'est pas mal. Et Ouais. en fait, on sent que du coup c'est beaucoup et pas beaucoup, mais c'est des gens ultra engagés quoi. Ouais, c'est ça, qui était ultra engagé. Et du coup, j'avais fait un Google Sheet, tu vois, où j'avais récupéré toutes les comment tu dis, les promesses, non pas les promesses, ouais, les intentions d'investissement. Et je sais plus, et je voyais, et c'était 5 millions, tu vois, je me suis dit, putain, mais c'est ouf. Au début, t'as 5 millions d'intentions de. Ouais, d'intention, ouais, exactement. Et Donc t'as quand même été récupéré presque 30% de ça quoi. ouais, c'est ça, ce qui en gros, en Ce qui est général, bien. c'est ça, ouais. Et en gros, moi, au début, je me suis dit, si j'arrivais à 1 million, je suis genre ultra méga content. Et encore, et avec Fairmint, j'ai appuyé sur pause parce que, en fait, ils ont un truc où t'as une valorisation qui est, comment dire, dynamique. Donc, par rapport à l'offre et la demande. Et donc, en gros, si tu laisses ouvert, bah, t'as ta valo qui augmente, la valorisation de l'entreprise. Et je voulais pas qu'elle augmente trop. Donc, tu vois, là, j'en serais peut-être à 2 millions, en fait, Ouais. ou plus. J'en ai aucune idée. Mais du coup, ouais, enfin, c'était super cool de vivre ça. Et donc là, l'idée, bah, c'était de lever des fonds pour commencer à recruter des gens et commencer à développer des nouveaux produits, quoi, tout Ouais. simplement. Et donc ça, c'est arrivé. Ça a mis un peu de temps parce que du coup, pour recruter, bah, pas évident. Ça prend du temps, surtout que moi, j'ai pas de cofondateur parce que je suis solo. Et en fait, c'est pas que je voulais pas aller chercher un associé ou une associée. C'était que je voulais pas me mettre dans dans la démarche de rechercher ça parce que souvent, ça te défocus de ce que tu es en train de faire. Et si t'as pas et ça te met dans un schéma où tu dis, il faut que je trouve un cofondateur ou une cofondatrice. Et des fois, tu fais des mauvaises décisions parce que t'es dans ce schéma-là et tu dis, je dois trouver ce cofondateur. Ouais, souvent là, aussi. Faut que ça se C'est fasse. tellement du temps, une association, Ouais. surtout si en fait t'es en mode recherche et que du coup tu tombes sur quelqu'un
que tu connais de nom ou quoi, mais en fait que tu connais pas encore totalement, avec qui t'as pas encore bossé, bah franchement, moi je pense que une fois sur deux, ça finit par une déception, quoi. Ouais, c'est clair. Et surtout que là, ça faisait combien? Ça faisait 2 ans et demi que j'avais lancé Snowball, donc 2 ans et demi que j'étais solo. Et donc, bah, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas des cofondateurs qu'il me faut, c'est plus des premiers employés. En gros, t'appelles ça, on aime bien les anglicismes en France, mais une founding team, tu vois, c'est la team fondatrice qui a beaucoup de parts de l'entreprise, donc tu vois, des BSPCE qui a beaucoup, qui n'est pas cofondateur, mais presque dans la construction du produit. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire ça, et donc pour ça, bah, t'as besoin de plus de fonds parce que c'est souvent des profils qui coûtent plus cher à recruter. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc des profils qui sont plus chers à recruter et qui sont plus difficiles à attirer. Mais bon, ça a mis du temps, mais ça s'est fait. Et donc ça, je sais pas si tu veux qu'on aille sur ça, mais c'est arrivé en juin là, enfin entre mai et juin. Et donc j'ai recruté. Bah là, on est 5. Ouais, on est 5. Et donc, du coup, c'est des gens que donc t'as recruté. Ça, c'est des gens qui sont dans ton équipe. Et grosso modo, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a quelqu'un qui gère la communauté, il y a quelqu'un qui gère, je sais pas, le marketing, il y a quelqu'un. Parce que là, on est d'accord, ce sont pas les personnes qui écrivent les newsletters. Ouais, c'est différent. Ça, encore une fois, c'est des gens que t'as pris, c'est des vrais créateurs ou créatrices de contenu. Ouais. Là, on parle vraiment de ton équipe qui gère la boîte Snowball, qui est une SAS. C'est une SAS, ouais, exactement. Voilà. Tout à fait. Et qui a levé des fonds, et donc du coup, qui veut se développer, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, en gros, alors non, c'est rien de tout ce que tu as dit, parce que tout ce qui est marketing, la partie média, tout le reste, juridique, etc., c'est moi qui le gère, quoi. Enfin non, juridique, non, je dis n'importe quoi, parce qu'on bosse avec un directeur financier, enfin un part-time, tu vois. Ça se fait beaucoup quand t'es une jeune start-up, parce que t'as pas besoin de quelqu'un full-time, et je bosse avec elle. Mais ma femme, du coup, même fait ce métier-là, donc elle travaille pour une dizaine de startups, tu vois, qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, parce qu'en fait, après, c'est un vrai boulot de DAF. Et elle, c'est vraiment une RAF, DAF partagée, part-time. Tu payes un forfait qui va de 800 à 3000 euros par mois selon la quantité de travail, et puis voilà, qui peut gérer en fait tous tes plans de trésorerie, tes prévisionnels de marge, ton business plan, mais en fait tout ça de manière hebdomadaire pour que tu aies toujours une vue à date de où est-ce que tu en es sur tes finances, quoi. Ouais, c'est hyper pratique, mais et ça va même au-delà, tu vois, sur la partie RH aussi, ça m'a vachement aidé parce que tout ce qui est bulletin de paie, etc., c'est même s'il y a Payfit, ça reste galère. Ça, souvent, tu prends un expert comptable. Alors, ça que quand t'as Payfit, du coup, tu n'utilises pas le volet social de ton expert comptable. Ouais, en gros, t'es obligé d'avoir un expert comptable, de toute façon. Donc, ils bossent en binôme, mais ils arrivaient pas à gérer tout ça, tu vois, même les contrats et tout ça, c'est pas moi qui ai dû les gérer, c'est mon CFO part-time, enfin, son équipe. Bref, ouais, donc il y a eux qui m'aident sur ça. Moi, le média, la partie marketing, c'est moi. Et en gros, la team, on a aujourd'hui Emeline qui est sur la partie tech, plutôt back, donc tout ce qui est développement back-end. Vous avez quoi en tech aujourd'hui? C'est quoi? T'as aussi un site internet avec du coup toute la partie membres et compagnie, quoi? Bah non, là justement justement ça c'est en gros, si tu veux, la première brique tech produit. C'est la partie conseil qu'on a évoquée au tout début. Ok. Donc c'est vraiment ça qu'on a construction là. Qui est en construction, la V0 est là, en bêta. Donc c'est ce qu'on a construit entre juin et aujourd'hui. Avec cette team du coup qui eux étaient vraiment concentrés sur ça à 100%. Ouais. Donc c'est pour ça que moi j'ai géré toute la partie média, qu'on a laissé le média sur Substack. On va sûrement migrer, c'est le chantier de l'année prochaine, de migrer sur notre plateforme. Donc il va y avoir. C'est-à-dire que vous faites in-house votre propre plateforme pour gérer l'envoi et la gestion de la newsletter. Ouais, c'est l'idée. Mais voilà, donc en gros, il y a Emeline, pour revenir sur la team, il y a Emeline sur la partie back, Clément sur la partie front-end, / un peu toute la partie tech, Léa qui est sur la partie design, et Valentine qui est sur la partie product. Donc un peu gérer le chef d'orchestre, on va dire. 100% féminine. Quasiment. Ouais, c'est vrai qu'on a plus de femmes que d'hommes là aujourd'hui dans la team Snowball en interne. 3 versus 2 mecs. Et même si tu prends la team de CFO, pareil, il y a Alex, Lise, donc pareil, ça gagne. Et dans la partie créatrice et créateur, on est quasiment à 50-50. Ce qui est cool, je suis content de ça parce qu'en vrai, dans la finance, c'est rare d'arriver à la parité. Ouais, c'est un univers hyper masculin. Donc
Ouais, c'est cool, je suis content de ça. Et ouais, donc là, l'idée sur la partie product, c'est de commencer à unifier un peu tout ça, parce que même là, ça commençait à devenir le bordel. En fait, Snowball, tu vois, t'as une newsletter qui est sur WhatsApp, il faut un truc pour s'inscrire. T'as un autre truc, il faut un autre truc pour s'inscrire. T'as le Substack. Substack n'est pas hyper... Enfin ouais, c'est pas facile à gérer du multi-newsletter. Ok, donc c'est pour ça que là, vous allez faire vraiment une machine uniformisée, dans laquelle en fait, voilà, les gens ils viennent, ils mettent un pied dans votre écosystème. Ouais. Et du coup, en fait, après, ils restent dans cet Communique. écosystème. Ouais, c'est ça communique entre eux. Et même il y a des ponts à faire entre la partie Snowball. Du coup, Snowball Media, c'est la partie Snowball Plus, quoi, qu'on appelle Snowball Plus, et Snowball Max, c'est la partie conseil. Et il y a des liens à faire entre ces deux trucs-là. Et demain, on pourra sûrement aller encore plus loin, mais du coup, la team interne, ça va vraiment être développé. Et je disais, tu vois, que je faisais pas d'efforts d'acquisition ou de gestion de communauté, mais ça, tu vois, j'ai envie de recruter quelqu'un plutôt sur la partie acquisition, donc vraiment un growth qui va plutôt un couteau suisse qui va pouvoir un peu m'épauler. Ça sur paraît, tout tu vas ce prendre jeu-là. quelqu'un vraiment en interne ou tu vas vouloir le déléguer, par exemple, démarrer avec une agence ou un free? Non, ça, je pense que je vais le prendre en interne. Je sais pas encore, mais je pense que je vais le prendre en interne parce que c'est un sujet vraiment clé et cœur de métier. Et je vais en avoir besoin sur du long terme. Mais à voir, je réfléchis encore sur ça, ouais. Ok. Toi, en fait, t'as ton funnel, quand tu parles d'acquisition, c'est quoi? Est-ce que les gens, par exemple, passent directement de LinkedIn ou d'autres, directement à la newsletter payante, ou tu remarques que ils consomment quand même déjà du gratuit avant de passer sur le payant? Ah ouais, ça c'est un autre problème de Substack, c'est pas évident de savoir exactement. Tu vois, t'as pas vraiment des cohortes en te disant les abonnés. Je sais pas, quand quelqu'un passe en payant, Si, c'est tu le combien de sais. temps qu'il est inscrit quand même? Ouais, non, tu t'as des vues qui sont intéressantes, qui sont le churn par cohorte, je crois. Genre, tu vois, la personne qui s'est abonnée en janvier 2021, combien de temps elle est restée en moyenne avant de se désabonner. Donc ça, j'ai cette data. Mais j'ai pas la data au bout de combien de temps un abonné gratuit passe en payant. J'ai pas vraiment les funnels On est d'accord, toi, il faut que tu les fasses rentrer dans ton univers. Donc ton univers, la porte d'entrée, c'est la newsletter, c'est le plus facile, on va dire. Ouais, bien sûr. En fait, ton acquisition sera surtout ça de base. Ouais. En fait, après, pour les faire passer de gratuit à payant, en fait, c'est la newsletter qui, dans tous les cas, elle existe et c'est elle qui fait le boulot de faire passer les gens en payant, quoi. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et là, c'est vrai que le média, pour moi, c'est un peu une clé de voûte parce que, d'ailleurs, tu vois, il y a pas mal de fintech et autres entreprises qui rachètent des newsletters ou des médias pour s'en servir de canal d'acquisition. Ouais, parce clairement. que, tu vois, si on reste dans la fintech, Robinhood, qui est un peu je sais pas, les gens, peut-être en France, on connaît plus eToro ou Trade Republic ou des trucs qui permettent d'acheter des actions facilement. Eux, ils ont racheté une newsletter et maintenant, ils ont même créé une entité à part entière, donc une boîte qui fait partie du groupe Robinhood, mais qui est indépendante pour... Qui est une boîte média, du coup? Qui est une boîte média, ouais. Donc leur but, là, ça va être de à la fois générer des revenus pour la boîte, mais aussi de créer de la notoriété pour Robinhood. Et sauf que moi, j'ai fait un peu l'inverse. J'ai commencé par le média pour aller vers le produit. Ce qui, je pense, a plus de valeur parce que du coup, tu peux te servir de ta communauté pour à la fois vendre ton produit, mais aussi, tu vois, là, je parlais de la partie conseil, j'ai recruté ces gens dans la communauté et ils t'aident aussi à construire ton produit. Ils t'aident les conseillers que j'ai recrutés, qui sont aujourd'hui des conseillers, enfin les coachs financiers Snowball Max, qui sont des conseillers en gestion de patrimoine, qui étaient dans la communauté. Ouais. Donc ils étaient déjà, tu vois, dans le même état d'esprit, les valeurs, etc. Donc j'ai pas eu besoin de les former sur ça. Pour recruter, ça aide vachement aussi d'avoir un média. Bref, ça aide sur plein de trucs. Et donc je pense, c'est pour ça que je conseillerais à n'importe qui veut lancer une boîte demain. Même si c'est un produit, d'avoir un média dès le début, en fait. Même avoir. Tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai commencé avec LinkedIn, c'est pour ça que j'ai lancé les newsletters, c'est pour ça qu'il y a le podcast. C'est qu'en fait, c'est ta galaxie de médias, en fait, est au service, en fait, de ta galaxie d'offres que tu mets à disposition. Et dans tous les cas, en fait, il y a une phrase que j'aime bien, qui est pas de moi, mais c'est qu'en fait, aujourd'hui, on achète beaucoup plus aux gens qui donnent plutôt qu'à ceux qui vendent. Donc, en fait, avec la partie média, en fait, t'es quand même dans le don. Tu crées du contenu, ça te coûte de l'argent, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, mais
c'est pour que voilà, c'est pour rester, c'est bien pour ton personal branding, c'est bien pour le awareness de ta brand. Ouais. Hein, tout ça en fait, c'est un vrai cercle vertueux de croissance quoi. Ouais, non, c'est hyper précieux. Ouais, et ouais, et sur ça, je suis 100% d'accord. Et je dirais même sur la partie contenu, je pense qu'il faut pas sous-estimer le côté build-in public parce que j'ai du coup le behind the curtain que je parlais. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le but c'était d'aller voir dans les coulisses des startups et tout que j'avais lancé avant Snowball. Ouais. Au bout d'un moment, je me suis dit j'ai plus le temps en fait de faire ça, il faut que je le recycle en quelque chose et j'ai fait le behind the curtain, j'ai gardé le même nom mais en fait c'est pour Snowball en fait, c'est le behind the curtain de Snowball et je partage vraiment un peu tous les chiffres, ce qui se passe, les projets sur lesquels on est en train de bosser et ça m'a vachement aidé sur la partie recrutement. Je me souviens Clément qui est le dev, il me disait du coup je suis allé voir ça et j'ai trouvé ça trop bien, j'ai l'impression de connaître la boîte et du coup ça accélère vachement je pense le processus de création de confiance avec tes lecteurs, Membres, ouais. mais avec tes membres de la communauté élargie qui peuvent être des employés, des partenaires, des clients, enfin des sponsors, que sais-je. Donc je pense que ce côté build-in public en termes de contenu, il est vraiment top. Mais après il a des avantages, des inconvénients évidemment, Bien sûr, mais pas mal. Toi, tu as déjà réfléchi un peu à tous les leviers que tu vas pouvoir utiliser là en 2024 justement pour faire plus d'acquisitions? Je pense que on a évoqué les deux principaux, je pense, tout à l'heure. Le premier, c'est recycler le contenu et le diffuser sur d'autres plateformes. Ouais. TikTok, Insta, LinkedIn, même que je reprenne LinkedIn. Là, ça fait 6 mois que j'ai rien fait. Tout ça, quoi. Même Pinterest, j'ai vu, je sais plus qui c'est qui faisait ça sur Pinterest, mais dans la finance ou les cryptos. Bref, ouais, t'as pas mal de trucs à faire sur tous ces réseaux et à recycler le contenu. Donc la partie de création de contenu et distribution multi-channel. Ouais, exactement. Ça, ouais, même podcast ou YouTube, enfin peu importe. Ça, mais tu vois, sur ça, il faudra quelqu'un, je pense, sur la création de contenu, c'est clair. Et la partie acquisition payante, évidemment. Donc là, plutôt pour les newsletters, souvent ceux qui marchent bien, c'est Meta, Insta, peut-être Facebook, un peu Facebook, ouais, et vertical, TikTok, qui marche super bien. Twitter, j'ai testé Twitter pour faire un petit test, X, ouais. genre le réflexe, et ça marchait vraiment bien. En gros, toi, t'as clairement un contenu qui est Twitter friendly. Ouais, carrément, ouais, et ça marchait bien. Tu vois, on dit qu'en général, pour un coût d'acquisition pour un abonné gratuit dans l'univers des newsletters, si t'es en dessous de $2, enfin 2 euros, bon, on va dire, c'est bien. Et j'étais tombé, je sais plus, à 1,3 ou un truc comme ça, sans rien optimiser. Tu vois, j'ai fait un test hyper rapide avec un truc et ça marchait vraiment bien. Parce que je pense que les coûts sur X, ils ont chuté parce que tous les sponsors ils ont dégagé depuis que Musk a ça, en repris fait, en ads, pour la newsletter, en fait, pour la newsletter gratuite. Ouais, gratuite, ouais. C'est-à-dire que si t'achètes ton client 2 euros, t'es bien. Enfin, ton membre. C'est un truc. Après, ça dépend. Ça me paraissait élevé, tu vois, 2 euros. Ouais, après, ça dépend comment tu monétises derrière, hein. Tu vois, si tu vends des abonnements très chers, tu peux avoir potentiellement un CAC, un coût d'acquisition qui est plus élevé, mais en tout cas, c'est quoi tes pas des moyens, quoi, à 100 euros l'année, grosso modo, maintenant? Un peu plus, je crois. J'ai regardé l'autre jour. Donc en fait, c'est ça, pour que ça soit du coup à ce prix-là, pour que ça soit du coup break-even, ça veut dire qu'il faut qu'après que tu en convertisses 1 sur 50. Ouais. Donc ça fait du 2%. Ouais. Et toi, tout à l'heure, tu disais que toi, t'étais plutôt sur des ratios entre 5 et 10, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt. Donc en fait, à 2 euros, t'es pas cher, en effet. Ouais, et ça prend pas en compte enfin, si tu peux. Après, ça dépend. Si toi, tu vends des formations ou autre, en fait, tu prends ça en compte dedans. Les gens, tu vas convertir. Bon, bref, il faut prendre tout ton univers en compte. Mais ouais, c'est un ordre de grandeur, les $2. Il faut l'adapter évidemment. Donc ouais, ça. Et en dernier, je pense que ce qui peut bien marcher, c'est je sais pas, peut-être le B2B. Tu vois, de dire que distribuer les abonnements Snowball, mais via d'autres partenaires entreprises. Tu vois, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'une banque voudrait bien offrir des abonnements Snowball à X salariés, quoi. Ouais, aux salariés ou même aux clients de la banque privée, je dis n'importe quoi, qui veulent aller plus loin. Ça peut être un moyen de distribuer plus rapide, on va dire, parce que de suite tu touches beaucoup plus de personnes, mais qui demandent un peu plus de temps en vente, mais que j'aimerais bien tester. Et le dernier, c'est plus le partage croisé de visibilité avec d'autres newsletters, qui peut bien marcher.
je sais pas, tu mets un peu du contenu Snowball dans la newsletter de je ne sais qui et vice versa. Pour faire tu vois, pas faire un encart pub, mais vraiment de mettre du contenu partagé. Ça marche plutôt bien, je pense, en général. Donc ouais, c'est un peu ça que j'aimerais bien tester. Ok, donc tout ça à tester du coup en 2024. Du coup, là, ça fait 1 heure là qu'on parle un petit peu de Snowball et de comment t'as développé tout ça. Et franchement, c'est quand même, tu le dis là de manière tout basse, avec beaucoup d'humilité ou quoi. Mais bon, je pense que les gens doivent vraiment se rendre compte que c'est un milieu qui est quand même pas facile. Déjà, le milieu de la newsletter gratuite, c'est un milieu qui est ultra concurrentiel. Mais du coup, alors avec la newsletter payante, faut vraiment avoir vraiment cet aspect contenu de très grande qualité et cet aspect communautaire très engagé. Donc c'est quand même un combo qui est pas facile à avoir. Maintenant, moi, ça m'aurait intéressé qu'on rentre un petit peu dans le contenu. Les gens avaient peut-être ceux qui ne connaissent pas Snowball et un peu un avant-goût du type de contenu que tu peux proposer. Donc, comme tu le disais, tu parles beaucoup d'investissement, beaucoup de finances perso, beaucoup d'argent dans son ensemble, mais du coup de manière ultra pédagogue et ultra. Je trouve pas l'autre mot, mais on va rester sur pédagogue, c'était très bien. C'est quoi un peu les tendances là qui sont évoquées là dans les derniers jours, dernières semaines de Snowball en matière de finances perso, d'investissement, je sais pas, peut-être des anecdotes là qui peuvent être marrantes, qui peuvent être originales. Tu vois, juste avant là, j'étais avec je sais pas si tu connais je te le disais avec Mickaël, co-CEO de With The New. Du coup, qui est dans la sneaker, c'est ça, je pense que t'en as sûrement parlé là, dans ces 3 dernières années, dans au moins une de tes newsletters. C'est-à-dire ce business de la sneakers avec des gens qui se font pas mal d'argent là-dessus, en faisant du trading de sneakers. C'est quoi un petit peu là les tendances en ce moment, un peu marrantes, un peu originales? Alors les tendances un peu marrantes, bah ouais, j'aime bien en plus moi ces investissements alternatifs / passion. Tu sais que moi je t'avais découvert avec les Lego à l'époque. Ah bah oui. Ça c'était quand même assez sympa quand même. C'est-à-dire que franchement d'ailleurs tu peux en parler parce que même pour ceux qui n'auraient pas lu cette newsletter, je crois que t'en parlais peut-être aussi dans un podcast. Ouais, avec Mathieu Stéphanie justement. Avec Mathieu Stéphanie dans La Martingale, un excellent podcast sur les finances perso. On vous invite à aller le voir. T'es passé déjà 2-3 fois dedans, je crois. Ouais. 3 fois, c'est ça. 3 fois. Pile. Et du coup, moi, je t'avais découvert, vraiment découvert personnellement, même si j'étais déjà abonné, avec cette histoire de Lego, c'était quoi? Bah, l'histoire de Lego, c'est quoi? C'est, déjà, moi, j'ai toujours adoré les Lego, de 1, et je sais plus, j'ai du mal à me demander je crois que c'était en 2016 ou 2017. Dans ces eaux-là, je sais pas, j'ai dû tomber sur un article qui parlait d'investissement dans les Lego, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'avais jamais pensé, parce que c'est vrai que Lego, déjà, 1, c'est une marque hyper populaire, et 2, qui joue beaucoup avec le phénomène de rareté. Tu vois, t'as des sets, des boîtes de Lego qui sont du jour au lendemain arrêtées de production. Et du coup, vu que t'as énormément de fans de Lego, offre de loi et de la loi de l'offre et de la demande. Putain, j'ai mal, ça fait une journée. Ouais. En fait, fait que le prix va mécaniquement augmenter parce que t'as des gens qui vont vouloir l'acheter. Par exemple, le set de Lego pour faire, je sais pas, la tête de Dark Vador, ou le set de Lego pour faire tel bateau militaire ou quoi. Enfin voilà, c'est des trucs qui deviennent rares et du coup qui deviennent chers. Ouais, exactement, c'est ça. Et donc t'as plusieurs façons d'investir en Lego. T'as des gens qui font plutôt du trading, on va dire, tu vois, qui achètent et revendent assez rapidement, qui se donnent un prix de vente, un seuil, et ils se disent dès que ça atteint ce niveau, je vends. Donc qui sont beaucoup dans l'achat et de la revente. Il y a des plateformes pour ça, pour trader du Lego? La plupart, ils utilisent beaucoup Amazon en fait. Amazon, la partie, tu vois, où t'envoies les sets directement dans les entrepôts de Amazon, et Amazon s'occupe de les vendre pour toi. Donc beaucoup sur Amazon, Le Bon Coin, Vinted même, toutes ces plateformes là. Et t'en as d'autres qui sont plus en mode, moi je suis plus sur le côté long terme parce que j'ai pas le temps déjà de faire de l'achat-revente comme ça assez rapide. Je suis plus, je les garde et je les mets dans un coin et je verrai un jour peut-être que j'en. Toi, t'as dans ton patrimoine, t'as du Lego. Ouais, j'ai des Lego, j'en ai quelques-uns. Je commence à en avoir pas mal là. Je sais pas, je me suis acheté 2 boîtes de Super Nintendo Lego. Je me suis acheté. C'est quoi ça, Super Nintendo Lego? C'est une Lego, une Super Nintendo à monter en Lego quoi, à l'ancienne. Énorme. Et je me dis il va forcément y avoir des nostalgiques de la Super Nintendo et des gens qui aiment le Lego. Je sais plus, c'était 250 €, je crois, la boîte. À l'époque, quand ça a été vendu, ça devait forcément pas être ce prix-là, quoi. Non, moi je l'ai payé. Non, si c'était ce prix-là, c'est le prix de Lego. Le prix de la boîte, c'était ça.
Ouais, c'est-à-dire que tu peux acheter un set de Lego à 250 €. Un set, c'est une seule boîte. Hein, Oui, mais à l'époque, quand il a été vendu, Ouais. ça devait pas être 250. Vas-y. Ah bon? Oui. Putain, ça coûte aussi cher? Bah, t'en as qui sont. J'en ai acheté un, j'ai acheté la Tour Eiffel, il est à 800 €. Punaise. Bah, elle fait 1m20, mais. Ouais, mais quand même. Ouais, mais je crois que c'est leur plus gros set. T'as le Titanic, pareil, il fait 800 €. T'as le Millennium, il était à 1200, je crois. Enfin, ouais, t'as des. Oh my god. Ouais, t'as des prix qui sont. Ouais, c'est pas 20 Oui, €. moi je pensais que tu avais déjà acheté ça, que c'était déjà en fait le prix avait déjà gonflé en fait. Non, je sais même pas s'il a gonflé le prix là. Mais en vrai, c'est surtout sur les petites boîtes qui coûtent pas très cher qu'il y a souvent les meilleures plus-values. Ok. Les grosses boîtes en général, c'est rare de faire des grosses plus-values. Bon, bref, tout un univers qui est vachement intéressant. Donc ça, ouais, t'as les Lego. Est-ce que t'as essayé quand même de la faire au moins? Ou tu l'as laissé dans sa boîte? La boîte dans la Tour Eiffel, j'en ai acheté qu'une et je voulais la faire en fait. C'était pas pour l'investissement là, mais j'ai pas le temps. Ouais, ok. Et pas la place même. J'ai pas un grand appart, je sais pas où je la mettrais, mais bon, bref, je l'ai acheté quand même. Et moi l'autre truc que j'aime beaucoup, c'est tous les investissements un peu, comment dire, en anglais t'appelles ça les collectibles, mais tu vois, on parlait de sneakers, mais je me suis acheté une paire de sneakers, c'est des Converse, mais qui ont été signés par Virgil Abloh, tu vois, l'ancien directeur créatif de LVMH, qui était un ponte qui est décédé malheureusement d'un cancer, mais qui était voilà hyper reconnu dans son milieu et donc que j'adorais ce gars. Et je me suis acheté ça j'ai acheté. Elle est marrante cette histoire parce que. Déjà, j'ai un peu craqué parce que, écoutez, je les ai gagnés aux enchères c'est sur Sotheby's, tu sais, c'est la maison de vente aux enchères, c'est ultra quali, quoi, en général, ils vendent. Moi, du coup, c'est safe. D'ailleurs, tu sais, t'es sûr que c'est vraiment la signature, quoi. Oui, ils ont vendu des Picasso, c'est vraiment, c'est un gros truc, quoi. Et du coup, je suis tombé sur cette vente aux enchères et il y avait cette paire de sneakers, signée par Virgil Abloh. Et je me suis dit, putain, j'aimerais bien, et du coup, je me pris dans le truc des enchères, c'est arrivé à, je crois, 7000 ou 8000 €, un truc comme ça. Je veux dire, il y en a, ils s'achètent des Rolex d'entrée presque. Hein, donc, oui, c'est ça. Et je me suis dit, bon, je pense que ça... Je sais même pas si je vais les vendre un jour. Ça me fait plaisir de les avoir. J'avais un peu de liquidité à ce moment-là. Tu les as quoi? Tu les as mis sous cloche, encadrés? Pas encore, non. Il faudrait même. Par contre, ça, si vous achetez des objets de collection, dites-le bien à l'assurance habitation parce que c'est pas pris en compte en fait dans ton assurance habitation si tu te fais voler. Donc moi je leur ai dit, ils m'ont demandé une photo de mes trucs avec le certificat, donc j'ai envoyé une photo des Converse à l'assurance. C'était assez marrant. Mais ce qui était encore plus marrant, c'est quand j'ai reçu les Converse à la maison. Il y a le livreur, il m'appelle, il me dit ouais, j'ai un colis pour vous, et je descends et comme dans les films, tu sais, les énormes boîtes, genre comme ça en bois, tu sais que tu dois ouvrir avec un pied de biche. Ouais. Et je reçois ça, je me dis putain mais c'est quoi? Et après j'ai pensé, je me suis dit putain mais ça doit être les Converse. Et du coup je me suis retrouvé là dans le 11e à Paris avec mon énorme boîte en bois à dévisser pour un petit truc comme ça. Et je me suis dit ça se voit que c'est Sotheby's qui a envoyé le truc et ils sont vraiment sérieux les gars. Bref, je me suis retrouvé avec ça et j'aime bien acheter un peu des produits comme ça iconiques et qui t'apportent aussi du plaisir de les avoir quoi, tu vois, à la maison. Pareil, pas mal de trucs. J'avais écrit un article aussi dans le même thème de la nostalgie ou des produits que tu pourrais aimer. T'as plein de gens qui investissent dans ils appellent ça les Young Timers. C'est des voitures qui sont pas vraiment des voitures de collection, quoique si certaines, mais qui ont un côté très nostalgique. Souvent des voitures fin des années 80 jusqu'aux années 2000. Et genre t'as les 205 GTI, les Clio Williams, la Multipla, la Multipla, les Twingo, même les premières Twingo, qui prennent grave de valeur si elles sont en bon état. Nice. Là t'as des 205 GTI qui se vendent 20 000 balles, 25 000 €. Putain, c'est ouf. Et en fait, là j'avais en tête l'autre jour, je me suis dit putain, il y a tellement un business que j'aimerais lancer, c'est un garage qui est spécialisé dans ça, tu vois, tu rachètes des... Bon, je pense que ça existe, ça, des mecs il doit y en avoir, mais ça, hein. c'est clair, mais je me dirais, moi j'aimerais trop le faire, tu vois, à titre perso. Bref, c'est un truc, et il y a vraiment un marché sur ça de passionnés qui achètent des voitures comme ça des années 80-90 et qui les revendent quelques années après et qui s'en servent un peu pour le plaisir pendant. Donc ça, j'aime bien ces investissements-là évidemment, il faut pas que tu mettes toute ta thune là-dedans, quoi. C'est pas ton patrimoine qui va être dans que des sneakers ou que des voitures, et quoique, ça peut arriver si t'es vraiment passionné et que t'as du temps à y consacrer, évidemment, c'est possible. Mais c'est pas le conseil que tu donnerais à tout le monde, quoi.
Et du coup, ça pourrait être la dernière question qui pourrait conclure ce podcast. Est-ce que quand on a une newsletter comme Snowball sur les finances perso, est-ce que du coup tout le monde te casse les couilles en te demandant est-ce qu'il faut investir sur le Bitcoin ou des trucs comme ça? Bah, moi, j'ai dû répondre à des milliers de questions parce que les gens ils répondent aux mails. Bah, quand t'es sur Substack, si tu fais répondre, si tu reçois la, Ce que la j'ai réponse. fait, et en effet, je confirme, il répond. Ouais, et en fait, donc j'ai répondu à des milliers de questions. Je pense que j'ai pas compté. Et donc oui, les gens te posent plein de questions sur est-ce que c'est le bon moment, est-ce que le Bitcoin il faut en acheter, est-ce Et que donc, du coup, ces gens-là, maintenant, au lieu de répondre à Substack, il faut qu'ils prennent un abonnement max. un abonnement, du Non. coup, Snowball Max. Ouais. Tu dis, ça va coûter combien, grosso modo? C'est en gros là, t'as un abonnement trimestriel à 60 €. Donc c'est 20 € par mois si tu prends celui-là. C'est quand même vraiment pas Et cher. un abonnement semestriel à 100 € par mois, donc c'est 16,60 € par mois quoi. Et donc ouais, donc bah je leur réponds. Alors évidemment, je peux pas leur donner un conseil financier parce que j'ai pas leur situation personnelle et tout ça. Mais toujours, je leur explique un peu en mode pédagogie. Bah voilà, là les marchés sont élevés, mais le mieux c'est d'investir régulièrement ou je ne sais quoi. Tel ETF est plus cher que tel ETF, ou telle plateforme elle est bien pour ça, l'autre elle est bien pour ça, l'autre elle est bien pour ça. Donc tu choisis un peu ce que tu veux, tu vois. Donc j'essaye toujours de répondre dans ce côté sans donner de conseils évidemment parce que t'as pas le droit, mais tout en restant Ouais, voilà. donnant les clés quoi. Donnant ta situation, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, si les gens veulent plus d'informations, alors tu me dis si je me trompe, c'est snowball.xyz, non? Ouais, c'est ça, D'ailleurs, exactement. on aime beaucoup l'URL qui est très sympa. Donc snowball.xyz. Ouais. Du coup, comme ça, ils peuvent s'abonner à la newsletter et du coup, bah, tester gratuitement le contenu. Et puis après, du coup, s'abonner au premium plus si affinité, on va dire. Exactement. Toi, du coup, on peut te retrouver également sur LinkedIn. Ouais, Du coup, Yoann bientôt, Lopez. je serai de retour. J'espère que tu vas remettre du contenu dessus, mais en tout cas, il faut que tu trouves une solution pour Ouais. justement redistribuer tout ce contenu, même YouTube, tout ça et tout. Bon, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, merci beaucoup, Yoann, d'avoir pris le temps de t'être déplacé et d'avoir passé 7h30 avec moi, avec nous, pour parler de Snowball et du coup, de ce beau business qui est original parce que du coup en fait c'est vrai que j'ai eu tu vois tu dois être le 20e invité du podcast et c'est vrai que du coup c'est un business qui a le mérite d'être assez original parce que c'est pas un SaaS, c'est pas une agence, c'est pas une boîte de prod, c'est pas une boîte de conseil, mais en fait du coup finalement la galaxie que t'es en train de faire, ça va être un peu un mélange de tout ça à terme quoi. Ouais. Non, ben ouais, ça va être ça. Et bah non, mais merci à toi. C'était vraiment cool cette discussion. Et je suis ravi d'être là et j'espère que ce sera utile en tout cas Trop cool. aux gens qui vont t'écouter. Ouais. Bah écoute, encore une fois, merci à toi et puis ciao à tous et à la prochaine.